personnes, 5% ont été infectés. Donc on est très loin de la fin de cette épidémie. Elle va vivre des temps différents. J'espère qu'on aura un été relativement calme parce que c'est un virus respiratoire qui, comme les virus respiratoires, se propage mieux en période hivernale. Mais c'est pas gagné du tout. Il se peut tout à fait qu'on ait des clusters sévères, voire plus cet été, parce que on est quand même au tout début de cette épidémie. Il y a encore une très grande proportion de la population qui est susceptible, qui risque d'être infectée. Et puis on le voit actuellement dans l'hémisphère sud. Si vous allez Afrique du Sud, Madagascar, l'Australie qui avait bien maîtrisé sa première vague épidémique, a été prise de court par le retour du virus. Ils ont reconfiné notamment la ville de Melbourne. Ils ont reconfiné à Melbourne et ça nous dit un petit peu ce qui se passera chez nous à l'hiver prochain. Donc je ne peux que dire qu'on est malheureusement au tout début de cette épidémie. Voilà, donc pour ce qui est du décor global, regardons dans le détail et notamment ce qui s'est passé hier soir à Nice. Hier soir, à Nice, une foule compacte. Je voudrais qu'on revoie les images. Pas de masque, pas de distanciation physique. Et pour autant, rien d'illégal. C'était un concert parfaitement autorisé, le concert de The Avener, avec un respect de la fameuse jauge des 5000 personnes. Est-ce que ça vous paraît, puisque c'est légal, est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Non, ça ne me paraît pas normal. Il y a bien sûr des normes, des règles, etc. Mais il y a aussi ce qu'on doit comprendre sur la transmission de ce virus. Et les règles, elles sont là pour essayer de cadrer un peu les choses. Mais on comprend très bien aujourd'hui comment se transmet ce virus. Il y a d'une part les postillons. Alors les postillons, ça va à 1 mètre. Du coup, distance physique d'1 mètre. Vous portez des masques, vous lavez les mains et vous nettoyez les surfaces. Ça, c'est ce qui nous protège les postillons. Ce qu'on a appris depuis le début de cette épidémie, qu'on ne savait pas au début, c'est que aussi ce virus, il peut rester en suspension dans l'air, dans ce qu'on appelle les aérosols, dans des particules extrêmement fines, et que dans les lieux confinés, fermés, eh bien, on peut être infecté même si on est à plus d'1 mètre d'une personne. Et le port du masque dans les lieux fermés va devenir, me semble-t-il, une nécessité parce qu'on se rend compte maintenant que les grands clusters qui ont pu faire démarrer l'épidémie par endroits sont des clusters qui ont tous eu lieu en milieu confiné. Alors, je vous arrête quand même un instant avant de donner la parole à Nora et à Nicolas. Vous dites ça va devenir, me semble-t-il, une nécessité. Est-ce que vous appelleriez, comme ça a été le cas d'un certain nombre de médecins dans une tribune dans Le Parisien, à ce que ce ne soit pas juste une nécessité, mais que ce soit obligatoire? Je rappelle que la Belgique a décidé hier de rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux publics fermés. Voilà. Alors, il y a pour l'instant les lieux publics parce qu'on se dit que la distance physique est difficile à maintenir. Maintenant, si vous êtes en plus dans des lieux fermés où le virus peut rester en aérosol, effectivement, là, le masque devient utile. Donc je pense que, il y a différentes façons de faire passer les messages. On peut essayer d'expliquer, que les gens se les approprient, jugent qu'il est important pour eux de se protéger, de protéger les autres, regardez etc. Les images. Regardez les images d'hier. Il y a des images qui peuvent nous dire qu'effectivement, malgré toute cette information, cette communication qui a été faite, ça marche pas. Mais dans ces cas-là, c'est peut-être à l'obligation qu'il faut aller. Ça pourrait être vers l'obligation. Alors justement, Arnaud Fontanet, on se souvient des images de la fête de la musique, les manifestations aussi qui se sont déroulées sur le mois de juin. On voit ce qui se passe là à Nice, qui s'est passé hier lors de ce concert. Diriez-vous, au regard de ce que vous venez de nous dire, diriez-vous que le gouvernement est laxiste dans la pédagogie ou dans l'encadrement à mettre en œuvre en fait de cette crise sanitaire? Alors je dirais qu'au nom du Conseil scientifique, nous on a toujours plaidé pour cette pédagogie. On veut que les gens comprennent pourquoi ils font les choses. Donc déjà qu'ils comprennent les mécanismes de la transmission, ce que je viens de vous expliquer, qui est important parce que si on vous dit on ne sait pas comment marche le virus, etc., vous pouvez vous dire finalement s'ils ne savent pas, on ne voit pas pourquoi ils peuvent nous dire comment nous protéger. Or aujourd'hui on sait de mieux en mieux quand même comment se transmet ce virus. Donc on est d'abord pour la pédagogie, pour que les personnes s'approprient ces connaissances et les façons de se protéger. Après, si au bout du compte ça ne marche pas et qu'on se retrouve vers une crise sanitaire, donc on sait tous aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre le coût, parce que quand il s'agit de reconfiner, le coût économique et social qui est derrière est considérable, et bien à ce moment-là, il faudra probablement passer par des obligations. Mais comment vous expliquez cette réalité aujourd'hui? On a tous été confinés pendant plusieurs semaines, on a tous vécu cette angoisse. Comment vous expliquez qu'en l'espace de 2 mois, on a presque le sentiment que les Français, qu'une partie des Français, notamment les plus jeunes, ont complètement oublié cette période?
Alors, je l'ai vécu après chaque crise sanitaire. Hein. Alors, pas au même niveau, parce les crises sanitaires, celles que j'ai connues jusqu'à présent, elles avaient assez rapidement une fin. Donc, et on se disait, on va se repréparer, on va faire les choses pour que la prochaine fois, ça se reproduise pas. Puis, alors, dès que c'était terminé, tout était oublié. Toutes les promesses d'avant qui avaient été faites sur on va financer la recherche, on va faire ceci, reconstruire la santé publique et tout, rien n'a été tenu. Et là, c'est différent parce que, comme je le disais au début de cette émission, on est vraiment sur du long terme. Je pense que les deux seules sorties possibles de cette épidémie sont soit plus de 50% de la population a été infectée, et ça se fera sur 3 ans, peut-être, je pense. C'est des choses qui vont chaque fois. Vous avez vu qu'on n'a fait que 5% de la population avec la crise qu'on a vécue, qui a été extrêmement dure en mars. Donc ça va prendre du temps. Ou alors il y a un vaccin. Mais le vaccin, on sait tous que on nous le promet. D'expérience, un vaccin, c'est plusieurs années de développement. Il y a bien sûr un effort sans précédent aujourd'hui pour développer ce vaccin. Je serais quand même très surpris qu'on ait en 2021 un vaccin qui soit efficace. On aura probablement un vaccin, mais qui marchera que partiellement. Alors, soyons précis sur cette question-là. Pour vous, malgré les efforts dont vous dites qu'ils sont considérables pour la recherche d'un vaccin, 2021, ça vous paraît trop tôt. En l'absence de vaccin, est-ce qu'au moins il pourrait y avoir un traitement? Alors, il y a eu évidemment toutes ces polémiques autour des traitements, de l'hydroxychloroquine, mais maintenant peut-être des corticoïdes. Qu'est-ce qui marche? Est-ce que quelque chose marche? Alors, le seul traitement qui a fait la preuve de son efficacité dans des essais randomisés contrôlés, c'est la dexaméthasone, qui est un corticoïde. Donc ça, c'était un essai qui était fait en Angleterre. En France, en fait, il était déjà utilisé, ce traitement. Après, l'essai clinique a bien montré à quel moment le traitement doit être donné, parce que au tout début, vous voulez pas donner des corticoïdes au moment où vous avez la multiplication virale, parce que ça pourrait la favoriser. En revanche, quand la concentration de virus diminue et que c'est les phénomènes inflammatoires extrêmement forts qu'on voit en début de deuxième semaine, qui créent ces pneumopathies, qui emmènent les patients en réanimation, c'est là qu'il faut donner ces corticoïdes. Donc tout ça est un peu calé maintenant. Maintenant, la dexaméthasone, c'est un médicament, je dis pas vieux comme le monde, mais très ancien, qui justement était déjà utilisé par beaucoup de nos collègues en France. On commence à voir quand même quelques molécules qui deviennent intéressantes, qui sont ces fameuses molécules qui agissent contre les cytokines, ces molécules inflammatoires de la pneumopathie du 7-9e jour. Et là, je ne serais pas surpris qu'à l'automne prochain, on ait quelques molécules qui arrivent et qui aient un véritable effet, mais ça c'est pour les formes graves. C'est des molécules qui éviteront à des personnes qui sont hospitalisées avec de l'oxygène dans le nez de passer en réanimation, ce qui est quand même déjà remarquable, parce que ce qu'on veut éviter, c'est les passages en réanimation et les décès. Mais ça s'adresse quand même à des formes graves de la maladie. Maintenant, avant de parler des traitements ou des vaccins, il faut savoir qu'on peut quand même contenir cette épidémie et avec des choses qu'on a déjà entre nos mains. Des pays comme la Corée du Sud, le Japon, Hong Kong, Taïwan contrôlent cette épidémie depuis le début, alors qu'ils sont très exposés avec la proximité de la Chine. Alors comment? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les mesures barrières qu'on connaît tous, et ils rajoutent à cela des approches de dépistage, traçage des contacts et isolement des patients qui sont extrêmement efficaces et qui s'accompagnent, il faut le dire, de mesures quelquefois contraignantes, que je vois pour l'instant très mal nos compatriotes accepter, parce que dès qu'on leur parle d'une application comme Stop Covid, ils vous disent « Ouh là là, mes données sont tracées, etc. » Il n'y a que 2 millions de Français qui aient téléchargé cette application, ce qui la rend assez peu efficace. Pour l'instant, tout à fait inefficace, parce que d'une part, le virus circule peu, et d'autre part, trop peu de gens l'ont téléchargé. Mais ce qu'il faut maintenant comprendre, et c'est pour ça que depuis le début de cette émission, j'ai un ton un peu dur, qui est de dire quand même, on est très loin de la fin de cette épidémie, et il faut qu'on apprenne à vivre avec. On ne peut pas se permettre un nouveau confinement, c'est absolument... Alors ça, vous l'excluez? Enfin, je ne dis pas qu'on l'exclut, on ne peut pas se le permettre au sens que le coût social ou économique, il est considérable. Mais qu'est-ce qui se passe si on se retrouve avec la même situation qu'en mars dernier, où on voit des patients affluer dans les réanimations? Donc c'est là où je dis, on ne peut pas se permettre, d'une part, de voir des patients affluer en réa, d'autre part, le coût économique et social d'un confinement. Donc prenons les choses au sérieux par rapport à ce qui est possible de faire, qui est un peu contraignant, je suis d'accord, mais qui nous éviterait ça, qui sont les mesures barrières, et puis du dépistage, du traçage et de l'isolement efficace. Pardon, je vous repose quand même la question très clairement. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes favorable à l'obligation du port du masque? Alors je suis favorable à l'obligation du port du masque. Bon, c'est là où, si vous voulez, j'aurais toujours préféré que ce soit les personnes qui s'approprient ce message, comprennent pourquoi ils le font, qu'on soit pas obligé de mettre des amendes, etc. Maintenant, si vous me dites que
ça ne marchera pas autrement qu'avec une obligation assortie d'amende, etc., je serai favorable. Je trouve ça dommage, c'est tout. Je pense que quand on peut expliquer les choses simplement et que les gens peuvent le comprendre et qu'il n'y a pas de... non, on a des masques, on les a tellement réclamés, on les a... utilisons-les. En tout cas, que ce soit obligatoire ou pas obligatoire, contraint ou pas contraint, vous estimez que lieu public, on porte le masque. Alors, moi, j'entends de plus en plus parler de reconfinement limité, mais qui serait au fond imposé aux personnes âgées ou dites à risque, ce qui ne me plaît pas du tout puisque j'en saurais, mais ça vous semble vers cela qu'on irait, c'est-à-dire quand on aurait dépisté un certain nombre de situations dangereuses, eh bien c'est comme ça qu'on réglerait la question. Non, on réglerait pas la question comme ça, parce que si l'équation c'est de dire les personnes âgées puis les personnes qui ont des comorbidités, hypertension, diabète, maladie cardiovasculaire, surpoids, restent confinés et les autres ils font ce qu'ils veulent, ça marchera pas. Parce que les autres, ils font ce qu'ils veulent, c'est une épidémie qui redémarre. Et puis, déjà chez les jeunes, il y aura quand même des cas graves, même s'ils sont beaucoup moins nombreux que les personnes plus vulnérables. Et puis les jeunes, ils resteront en contact avec les personnes âgées, qu'on le veuille ou non, et heureusement. Donc, je suis pas pour un message qui dit on reconfine les personnes âgées et les vulnérables et les autres, ils font ce qu'ils veulent, certainement pas. On fait un message général de prévention, type ce qui est aujourd'hui fait dans certains pays d'Asie qui ont contrôlé l'épidémie. On y rajoute du dépistage, du traçage et de l'isolement des contacts. Et on dit effectivement, très fortement, aux personnes âgées et aux personnes vulnérables, que si elles sont infectées, elles sont vraiment à risque de forme grave, c'est chez elles qu'on voit des décès, et qu'elles se protègent, mais que ça soit un acte volontaire, mais qu'elles soient aussi bien conscientes des risques qu'elles courent quand elles ne sont pas protégées. Non. Mais Arnaud Fontanet, on voit bien qu'aujourd'hui on est en capacité, comme vous l'évoquiez à l'instant en Asie, de pister, de voir comment les clusters se forment, de faire en sorte de remonter et de tracer en fait les personnes qu'on aurait éventuellement, si on est touché par la maladie, à qui on l'aurait potentiellement transmis. Pour autant, on voit bien que ça ne suffit pas. Autour de Barcelone, certaines zones ont été reconfinées. La Galice, c'est pareil. Autour de Lisbonne, vous le disiez tout à l'heure, la Belgique demande à ses ressortissants de porter un masque obligatoire parce que là, ça remonte. L'Allemagne aussi, il y a quelques semaines. Est-ce qu'il va falloir, dans ce cas-là, s'attendre cet hiver, cet automne, à se voir reconfiné par canton, par exemple? Alors, il y a deux situations. Il y a ce qui va nous arriver cet été. La période estivale, parce qu'on vit beaucoup dehors, parce que ce virus peut-être n'aime pas la chaleur, j'espère, va nous permettre d'éviter une reprise de l'épidémie trop forte, que ce soit localisée ou généralisée. J'en suis pas sûr. Oui, parce que par exemple, on voit aujourd'hui l'Algérie, les cas flambent. On voit aujourd'hui, même en France, on voit aujourd'hui quand même que, j'ai envie de dire, ça frémit. Il y a eu la Mayenne, il y a un peu partout quand même. Bon, ça reste très débutant, mais je suis inquiet déjà aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il faut qu'on revienne à des attitudes quand même plus plus sérieuse par rapport à ce risque épidémique. Et puis va arriver l'automne ou l'hiver, où là, en période hivernale, on sait que ce virus se propagera beaucoup plus facilement. Puis c'est l'expérience des autres pandémies grippales aussi. Alors quand je dis c'est pas le même virus, c'est la grippe versus le coronavirus, mais ils ont quand même beaucoup de choses en commun dans leur dynamique épidémique. Et la pandémie grippale de 2009, ça avait traversé l'Angleterre pendant l'été en 2009, mais à l'automne, c'était revenu. Et puis après, l'hiver suivant, en 2010, c'était revenu. Et seulement enfin, ce virus était devenu saisonnier. Et on bénéficiait de l'immunité croisée avec les autres virus grippaux qu'on n'a pas avec ce nouveau coronavirus, car il nous semble que les autres coronavirus, notamment ceux qui donnent le rhume, etc., finalement nous protégeraient peu. Bon, attendre, voir un peu plus, mais les premières études qui sont sorties sont pas très rassurantes de ce point de vue. Donc le chemin à parcourir, il est long, et une fois de plus... Déjà cet été, respectons au moins la distance physique, c'est quand même pas très compliqué. Donc c'est pour ça que les images de Nice, à ce titre, sont malheureusement désolantes, parce que on veut pas que ça reparte dès maintenant et à partir de rassemblement de population. Le rassemblement de population, pour moi, c'est quand même l'ennemi numéro un. Mais dans les foyers d'infection qu'on repère, on a trouvé des explications. Pourquoi ici plutôt que là, et pourquoi pas là et plutôt qu'ici Alors ce qui est ressorti maintenant très clairement, c'est que ces clusters, un foyer groupé, etc., pour beaucoup, ont démarré dans des milieux confinés. Alors, qu'est-ce que c'était? Quand on fait la liste de tous les clusters, on y retrouve effectivement les bateaux de croisière,
le bateau de guerre, hein, rappelez-vous le Charles de Gaulle, puis un bateau américain aussi. On y retrouve des salles de sport, on y retrouve les discothèques, on y retrouve les abattoirs, on y retrouve les endroits où sont logés des travailleurs migrants, toujours des lieux confinés. Les lieux de culte également. Les lieux de culte, et c'est là où c'est là qu'est venue quand même cette théorie que l'aérosol doit y contribuer, parce que si c'était uniquement une question de proximité des personnes, on aurait la même chose également sur des grands rassemblements de population en milieu découvert. Heureusement, et c'est là à ce titre que les images de Nice vont peut-être pas nous amener à quelque chose de si dramatique, heureusement en milieu ouvert, la transmission se fait par gouttelettes, hein, donc ça sera au cas par cas, mais pas par ces aérosols qui flottent dans une pièce et que beaucoup de personnes peuvent inhaler les unes après les autres. Mais bon, voilà, c'est ce cluster. Et puis c'est vrai que les lieux réfrigérés ont l'air de contribuer à ces clusters. C'est pour ça que les abattoirs, hein, où il y a une température basse pour les viandes, sont des lieux de transmission plus facile. Est-ce à dire, Arnaud Fontanet, sur ces lieux réfrigérés, que prenons par exemple les tours de la Défense, qui fonctionnent en fait avec de la climatisation, qui n'ont pas la possibilité en fait d'être aérés. Est-ce que ça c'est dangereux? Alors tout dépend du fonctionnement de la climatisation, de comment est-ce que l'air circule. S'il y a de la recirculation d'air à partir de pièces où des personnes sont restées, oui, vous avez un risque. Donc il va falloir le message supplémentaire qu'on rajoute, hein, par rapport à tout ce qu'on a pu raconter depuis le début de cette épidémie sur les gestes barrières, que je ne répéterai pas parce que j'en peux plus le répéter sur les plateaux. Mais cela dit, vous avez vu, c'est pas si évident que ça. Non, je pense que les gens les connaissent, ils les ont pas intégrés, mais voilà, maintenant je vais bientôt faire un boycott, je refuse de le dire, vous trouvez cette info partout. En revanche, ce qu'on a rajouté et qu'on n'avait pas dit jusqu'à aujourd'hui de façon si nette, et vous avez vu que l'OMS avance à reculons pour le reconnaître, c'est la transmission par les aérosols en milieu confiné. Et donc le message pour moi aujourd'hui, c'est aérer, aérer, aérer. Quand vous pouvez ouvrir des fenêtres, faites-le, faites circuler l'air. Si vous avez une ventilation, assurez-vous qu'elle est conforme, c'est-à-dire qu'elle permet qu'il n'y a pas de recirculation du même air dans d'autres pièces qui ferait qu'à ce moment-là vous exposez d'autres personnes. C'est assez compliqué les systèmes de ventilation, je suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais il y a des personnes qui peuvent faire ce travail. Et puis sinon, vous portez un masque. Alors, vous disiez j'en ai assez de répéter les gestes barrières, mais je vais vous demander de les répéter encore une fois, plutôt en direction du gouvernement. À l'instant, on entendait Jean Castex dire nous allons montrer l'exemple, il portait le masque, même Donald Trump a fini par porter un masque, c'était cette nuit aux États-Unis pour la première fois lors d'un déplacement, il a porté ce fameux masque. Et pourtant, la semaine dernière, semaine de passation, je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé, un petit florilège notamment au moment de la passation de pouvoir au ministère de Julien Denormandie. Ce sont des images signées Loïc Besson qui a suivi ces moments. Regardez. Est-ce que je peux vous demander juste quelque chose? Parce que les distances de sécurité, je le disais en introduction, vous ne les respectez pas suffisamment. Il y a notamment 2 buffets qui sont là et donc je vous demande vraiment de respecter les distances de barrières sanitaires. On est dans un ministère et on se doit de les respecter ici ou ailleurs d'ailleurs. Alors tout d'un coup, il a réalisé quand même que là, les 2 buffets et tout le monde qui mettait les doigts dans la nourriture, ça devrait être banni, quoi. Ah ça, non, c'est des choses effectivement qu'il faut éviter. Une fois de plus, très simple, distance physique d'1 mètre, je vais vous les dire, hein. Le masque, je suis désolée, hein, on se lave les mains et on nettoie les surfaces. C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment des choses très simples. Et puis en plus, ça va nous protéger de la Covid, qui aujourd'hui est évidemment notre principal sujet, mais de beaucoup d'autres infections respiratoires et gastro-intestinales. Et c'est rajouté donc cette question complexe, hein, des milieux confinés qui vraiment est voilà ce que notre compréhension. Alors c'est en 2 mots, pourquoi? Parce que c'est un virus qui est beaucoup plus présent dans la gorge que dans le fond des poumons. Le SRAS de 2003 était dans le fond des poumons, il fallait tousser pour être contagieux et ça se passait dans les hôpitaux, les clusters étaient hospitaliers. Ce virus, il est dans le fond de la gorge. Il y a des sujets qui, en phase pré-symptomatique, 2 jours avant le début des symptômes, ont déjà des concentrations virales qui pourraient être 1000 fois supérieures à celles du coronavirus de 2003. Dans la gorge, quand ils parlent, ils émettent des particules extrêmement fines, de quelques microns, qui contiennent du virus, alors que normalement, les concentrations virales sont trop petites pour être présentes sur des particules de cette taille. Et ces particules sont tellement petites qu'elles flottent dans l'air, elles sont en aérosol. Alors elles mettent un peu de temps pour tomber, on ne sait pas combien. Il y a des tas de gens qui mesurent ça, ça va de 1 heure à 12 heures, les études varient. Et c'est ça qui est devenu quand même notre nouvel ennemi. Nora Hamadi.
Arnaud Fontanet, on entend aussi de la part de certains jeunes que ce non-port du masque est en fait un acte de résistance, car ils estiment avoir été sacrifiés sur l'autel de cette crise. On sait à quel point ils vont avoir du mal à rentrer sur le marché du travail. Certains, dans leurs études, en fait, vont être extrêmement handicapés. Ils estiment avoir été sacrifiés pour sauver quelques dizaines de personnes âgées. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces jeunes? Pourquoi ça ne fonctionne pas, du coup, cette pédagogie? Arnaud Fontanet vous répondra dans un instant, parce qu'entre-temps, le Premier ministre a décidé de répondre aux questions des journalistes. Je vous le rappelle, il est en Guyane et il va donc s'adresser à la presse. Parce que j'ai voulu réserver, comme on dit, une de mes premières sorties à la Guyane, à la fois pour adresser un message national rappelant que cette crise sanitaire n'est pas finie, qu'il ne faut pas baisser la garde, et surtout pour manifester à l'égard de ce territoire la solidarité de la nation, alors même, comme vous le savez, qu'il a été frappé dans la durée et en intensité par la crise sanitaire. Je suis d'ailleurs venu, vous l'avez vu, accompagné de 2 membres du gouvernement, le ministre de la Santé, bien entendu, et celui des Outre-mer, Sébastien, qui vient comme moi tout juste de prendre ses fonctions dans cette qualité. Et je vous disais que je suis heureux d'avoir fait ce choix, d'abord parce que c'est mon rôle d'exprimer la solidarité nationale à l'égard des personnes ou des territoires qui en ont le plus besoin, mais peut-être surtout parce que j'ai quand même vu, la dernière séquence, c'était formidable, des gens, des soignants, des administratifs, des militaires qui se sont engagés. Cette réserve sanitaire venue des 4 coins de France, venue renforcer ici le centre hospitalier de Cayenne, ces dispositifs d'évacuation sanitaire. Bref, cette mobilisation générale, le rôle des élus avec lesquels j'ai beaucoup parlé à la préfecture en début d'après-midi, qui a montré, alors il y a sûrement eu, entendons-nous, des choses qui ont moins bien marché, des dysfonctionnements, enfin ça, où n'y en a-t-il pas, mais qui ont montré quand même qu'ici, la Guyane a tenu le choc dans un environnement géographique particulièrement compliqué, et bon, même, vous l'avez sans doute lu ou entendu ou constaté, on commence même à voir, il faut rester prudent, ce ministre, mais quelques éléments qui nous indiquent que le nombre d'admissions dans les services de réanimation dont nous sortons, enfin bref, toute une série d'indicateurs montrent que, comme on appelle, le pic épidémique, alors peut-être sur un plateau, peut-être ça va redescendre, il faut l'espérer, mais en tout cas que les choses sont en voie d'amélioration. Bon. Cela, je le répète, n'aurait pas été possible sans le dévouement des personnels. Cela n'aurait pas été possible non plus sans un engagement sans faille de l'État, non seulement à l'égard de la gestion de la crise sanitaire, mais également du tissu économique des collectivités locales de Guyane, qui ont, comme le reste du pays, bénéficié de dispositifs extrêmement forts, décidés à très bon escient par le gouvernement de mon prédécesseur Édouard Philippe. D'ailleurs, Sébastien Lecornu va rester, avec le ministre de la Santé, nous allons repartir, mais va rester ici en Guyane pour parler justement avec tous ces acteurs, malheureusement, d'une autre crise, puisqu'on a la crise sanitaire, je disais, qui n'est pas finie, mais la crise économique et sociale qui elle-même directement liée à cette crise sanitaire et pour laquelle, et c'est évidemment l'action prioritaire du gouvernement que je dirige, l'État va se donner les moyens d'agir, puisque nous allons, dans quelques semaines, annoncer un plan de relance sans précédent de l'économie française, évidemment, qui concernera la Guyane en particulier et l'ensemble des territoires ultramarins. Demain, puisque je suis ici dans un centre hospitalier, avec Olivier Véran, nous signerons avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière un accord d'une ampleur inégalée, plus de 7,5 milliards d'euros, pour revaloriser les personnels hospitaliers. C'est une juste reconnaissance.
et pour également créer des emplois à l'hôpital, mettant ainsi un terme à plusieurs années de dégradation. Et dans le plan de relance, et je terminerai par là, que nous préparons, sachez-le, il y aura aussi, je le dis devant les élus, un volet investissement dans l'hôpital, dans les établissements de soins, un volet important dont bénéficiera, je vous le dis et je vous le confirme, la Guyane. Voilà, on va peut-être prendre, si vous voulez, 2 ou 3 questions. Monsieur le ministre, Hakim Ali Saïd, France Télévisions, Guyane la Première. Vous avez parlé ce matin de meilleure coordination des moyens, de plus de concertation, Oui. Chose qui était demandée depuis longtemps par les élus locaux et des personnels hospitaliers. Mais concrètement, comment cela va se manifester? Est-ce que cela pourrait déboucher, si la concertation le demande, à plus de moyens dans la lutte contre le Covid-19 Alors, comment ça s'est manifesté? Nous avons dépêché un préfet dédié à la coordination de la crise ici, d'accord, et qui va faire encore davantage le lien entre tous les services qui concourent et avec les élus du territoire. Vous savez, on ne peut pas lutter, et on a besoin de l'État. Moi, je revendique le rôle de l'État. Mais on ne peut pas, l'État ne peut pas travailler seul. Il doit, comme ça se fait ici, travailler avec les collectivités. Voilà, hein. Toutes les mairies, évidemment la collectivité guyanaise, dont je salue le président. Voilà. Donc, c'est un renforcement de ça. C'est aussi, il faut que vous le mesuriez, on a à Paris un dispositif, puisque vous parlez de gestion de la crise, centralisé. Je peux vous dire, il y a pas même le Conseil de défense que préside le président de la République. Eh bien, la Guyane, moi j'y assiste. Et j'y assistais parce que peut-être vous le savez, avant d'être Premier ministre, j'ai été chargé d'une mission sur le déconfinement. Donc je peux témoigner devant vous que les affaires guyanaises sont prises très au sérieux, suivies. S'il y a besoin de moyens, c'était votre question, on enverra des moyens. Alors, il faut qu'ils soient utilisés le plus correctement possible, évidemment, mais c'est vraiment notre ferme intention. Ce qui me conduit aussi à vous dire que le président de la République m'a chargé de dire aux Guyanaises et aux Guyanais à la fois toute sa vigilance, tous ses encouragements et sa certitude qu'ensemble, c'est-à-dire l'État, la nation, les collectivités, on va surmonter cet épisode. Alors, 2 terres d'outre-mer sont toujours en état d'urgence sanitaire, Mayotte et la Guyane. Exact. Est-ce que ces 2 terres, à ce jour, méritent toujours ce traitement d'état d'urgence sanitaire? Et notamment, est-ce que Mayotte mérite toujours d'être dans ce cas-là? Alors ça, le ministre de la Santé va vous répondre. En tout cas, moi, je vais vous faire une réponse générale ou générique, parce que ça peut aussi, s'il y a une évolution de l'épidémie, on n'a pas le deuxième vague, enfin, on se dotera des outils nécessaires et adaptés pour lutter contre cette pandémie. Et ce qui est sans doute nouveau, enfin qui tire l'expérience de ce qui s'est passé, c'est qu'il faudra le faire sans mettre à mal complètement l'économie. Voilà. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre a parfaitement répondu déjà en disant que c'était nécessaire et adapté. L'état d'urgence sanitaire, c'est un ensemble de dispositifs qui, par la loi, nous permettent de limiter un certain nombre de choses, comme par exemple les très grands rassemblements, ou par exemple contraindre au port du masque dans les transports en commun et collectifs, et puis dans certains endroits du territoire qui ont subi une épidémie plus tardive et parfois plus intense, eh bien, ces limitations peuvent aller jusqu'à des couvre-feux ou jusqu'à des mesures de fermeture d'un certain nombre de commerces. Nous évaluons, il y a ce qu'on appelle des cellules de crise dédiées au territoire ultramarin et notamment à la situation de Mayotte et de la Guyane, qui plusieurs fois par semaine, de manière multidisciplinaire, regroupant l'ensemble des cabinets des ministères concernés, regarde si les mesures sont encore justifiées ou si on peut les lever progressivement. Mayotte, les choses se sont améliorées progressivement depuis quelques jours. Il faut rester extrêmement vigilant pour ne pas donner au virus l'occasion de repartir. La Guyane, il est bien trop tôt encore pour se poser la question, mais nous espérons pouvoir y répondre par la favorable le plus tôt possible. Ça dépend aussi beaucoup de ce que les Guyanais continueront à porter par leur comportement au quotidien. Monsieur le Premier ministre, une petite question d'actualité nationale. Jean-Jérôme Bertolus, France Info. Une personnalité politique dont vous avez été proche, Xavier Bertrand, ce matin, vous dit, je sais que ça fait qu'une semaine que vous avez été nommé, vous dit pourquoi attendre sur le plan de relance? Il faut aller vite, il ne faut pas attendre que le tsunami soit sur la plage. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que nous sommes quasiment prêts, que nous achevons les concertations. Je ne souhaite pas, puisque ce plan de relance va mobiliser
l'ensemble de la nation, y compris les collectivités territoriales, y compris les régions, dont M. Xavier Bertrand préside l'une d'entre elles, d'achever la concertation pour passer à l'action. Et sans doute même, allons-nous anticiper un certain nombre de dispositifs, je pense en particulier en faveur des jeunes, qui, comme vous le savez toujours, quand il y a une crise de l'emploi, un chômage qui se développe, sont les premiers concernés. Donc oui, nous allons agir vite. Des dispositions dès juillet pour les jeunes, peut-être ? Sûrement. Monsieur le Premier Dernière ministre, question. ce matin, une quinzaine de médecins ont appelé dans la presse à rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux clos. Certains pays européens, la Suisse, la Belgique, le font déjà. Est-ce que la France va finir par y arriver ? Je peux ajouter à cela votre réaction par rapport à ce qui s'est passé à Nice, le concert, le fait qu'il y ait eu des milliers de personnes réunies sans masque. Est-ce que vous allez imposer le masque aussi dans ce type de situation ? Alors, le port du masque, vous le savez, est l'une des manières, j'allais dire, de lutter, peut-être surtout de prévenir la propagation de l'épidémie. Donc je vous confirme, et Monsieur le ministre de la Santé pourra le confirmer, que la question de développer l'usage et le port du masque est bien à l'étude, et que, en particulier, cela surtout concernerait prioritairement tous les lieux, quels qu'ils soient, clos, puisque vous savez toutes et tous que le port du masque, ou plus exactement la circulation du virus, se constate d'autant plus que les lieux sont fermés. Je vous rappelle que, d'ores et déjà, dans la réglementation existante, dans un certain nombre de ces lieux fermés, le port du masque est obligatoire. Allez, une dernière, voilà. Allez, dernière. La dernière. En Guyane, le président de la collectivité dont vous parliez demandait un hôpital style Mulhouse. Est-ce que vous confirmez qu'il ne sera pas déployé en Guyane et pourquoi ? Et puis les soignants demandaient des renforts. Est-ce qu'ils auront des renforts en personnel dans les prochains jours ? Alors, oui. Ils en ont déjà, on vient d'en voir. Il est prévu des arrivées, Monsieur le ministre, donner le détail. À date, il y a 141 membres de la réserve sanitaire qui sont en Guyane. Au total, ce seront 300 personnes qui seront mobilisées d'ici au mois d'août, rien que sur les moyens humains. Voilà. Attendez, et s'agissant de l'hôpital... Et s'agissant de... Vous étiez chargé des confinements. On peut peut-être, madame, si on peut répondre. Voilà. S'agissant de l'hôpital, il y avait deux façons d'aborder les choses. Ou vous faites comme à Mayotte, vous envoyez un hôpital extérieur qui vise à admettre des patients atteints du Covid en plus, ou vous envoyez un hôpital, ce qu'on a fait avec la Guyane, extérieur à l'hôpital, chargé de prendre en charge des malades non Covid+, pour libérer des lits d'hôpital. À date, en Guyane, il y a 10 lits de réanimation qui sont vacants sur les 30. Il y a une quarantaine de lits d'hospitalisation classique Covid qui sont vacants. Nous ne sommes pas à saturation. Des évacuations sanitaires ont pu être faites. Et donc, je remercie, moi, énormément tous les membres de la réserve qui se sont mobilisés pour pouvoir monter cet hôpital que nous avons visité avec le Premier ministre, qui est pleinement opérationnel et qui permet de soulager toutes les structures hospitalières de Guyane. Allez, merci beaucoup. Un petit mot sur le déconfinement, s'il vous plaît. Voilà. Madame, le point presse est terminé. Vous l'entendiez à l'instant, Jean Castex qui s'adressait depuis la Guyane. Il a notamment répondu à cette question sur l'obligation ou non du port du masque dans tous les lieux fermés. Et il a confirmé que la question, je le cite, du développement du port du masque dans tous les lieux clos était à l'étude. À l'étude, ça veut dire qu'effectivement, il envisage éventuellement de le rendre obligatoire. Mais enfin, ça reste à l'étude. C'est à peu près votre position, au fond, Arnaud Fontanet. C'est-à-dire devoir le porter, mais en espérant ne pas avoir à aller jusqu'à le rendre obligatoire. Oui, je pense que, il faut juste simplement je crois, rappeler à nouveau la situation dans laquelle on se trouve, les risques épidémiques, que ce soit cet été à la rentrée, rappeler l'importance du respect de toutes les mesures qu'on a déjà évoquées. Si le port du masque, notamment dans des lieux clos où en plus la distance physique est difficile à respecter, ça passe pas, malheureusement il faudra passer par une obligation. Une fois de plus, c'est vraiment à terme la seule façon pour nous d'éviter une crise sanitaire grave d'abord, puis ensuite économique, qu'une fois de plus on ne peut pas se permettre. Donc voilà, si ça doit finir par des obligations, ça finira par des obligations. Plusieurs questions encore sur lesquelles on aimerait vraiment vous entendre, Arnaud Fontanet.
On va essayer d'anticiper aussi la rentrée. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a dit ce ne sera pas une rentrée normale. On va essayer d'y réfléchir avec vous. Mais d'abord, vous évoquiez à l'instant le fait que le virus continue à circuler. On détecte environ 1000 nouveaux cas chaque jour. Est-ce qu'il continue à y avoir des cas graves? Est-ce qu'aujourd'hui, on en parle moins? On a évidemment moins le décompte chaque jour du nombre de morts. Mais est-ce qu'on continue à mourir du coronavirus au moment où on se parle? Alors en tout cas, des informations que j'ai pu avoir de mes collègues cliniciens avec qui j'ai échangé à ce sujet, ils n'avaient pas vu de changement dans ce qu'on appelle l'histoire naturelle de l'infection, c'est-à-dire le risque de développer des formes graves et la nature de ces formes graves. Donc oui, on continue à avoir des formes graves aujourd'hui. Maintenant, elles sont beaucoup moins nombreuses parce que la circulation du virus a beaucoup diminué sur le territoire français comparé à ce qu'on a vécu début mars notamment. Il n'y a pas un décompte quotidien, mais hier, on a pu vérifier, il y avait 26 morts à déplorer du coronavirus. Sur cette question de l'anticipation, quand Jean-Michel Blanquer dit la rentrée ne sera pas une rentrée normale, vous êtes encore aujourd'hui membre du Conseil scientifique, puisque finalement ce Conseil scientifique a été prolongé. Comment est-ce que vous voyez se dessiner la rentrée ? Eh bien, ça va effectivement être un peu difficile. Je pense que ça reviendra à l'application de toutes les mesures qu'on a déjà énoncées dans le cadre de l'école, ce qui n'est pas simple, notamment quand il y a des fortes densités d'élèves. Maintenant, c'est là où le masque vient à notre secours, parce que quand on ne peut pas respecter la distance physique, à ce moment-là, le masque a vraiment une utilité. Après, vous me direz très justement que c'est très difficile de demander à un enfant de moins de 8 ans de porter un masque. C'est totalement illusoire d'ailleurs. Et là, on a peut-être une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que l'ensemble des études réalisées convergent pour nous dire que les enfants de moins de 10 ans seraient moins contagieux pour les autres. Et il n'y a pas un risque zéro, mais ils peuvent être infectés. Ils font des formes mineures de la maladie, dans l'immense majorité des cas. Plus de la moitié d'ailleurs ne présentent aucun symptôme. Et ils sont probablement très peu contagieux, peut-être parce qu'ils ne sont pas symptomatiques. Quand on nous a dit, au moment notamment où on a fermé les écoles, qui est quand même la première chose qui a été fermée au tout début du confinement, que les enfants pouvaient être, et même étaient, c'était ce qu'on disait, étaient très largement porteurs, c'est-à-dire pas forcément atteints, mais qu'eux-mêmes participaient à la diffusion du virus. Quand vous nous dites qu'ils sont peu contagieux, c'est à ça que vous faites référence. Vous considérez aujourd'hui, en l'état des connaissances avancées, que les enfants ne sont pas en réalité ou très peu porteurs. Alors, sur le... Même s'ils vont voir, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la question des écoles, mais aussi la question de ces enfants qui n'ont pas vu leurs grands-parents pendant très longtemps. On disait qu'au fond, ils étaient potentiellement tueurs. Il y a même eu cela qui a été dit. Non, ce n'est plus le cas. Il faut comprendre un peu d'où vient tout ça. Dans les épidémies de grippe, les écoles sont les vrais moteurs de l'épidémie. Ça, on le sait. Et du coup, beaucoup reposent sur la fermeture des écoles pour contrôler les épidémies de grippe. Par rapport à ce nouveau coronavirus, on savait quand même qu'en 2003, avec le coronavirus du SRAS, les enfants avaient été très peu atteints. Donc depuis le début, la question était quand même posée de se dire peut-être que ce nouveau coronavirus sera peu pathogènes pour les enfants, qui font des formes cliniques mineures, qui ne seront peut-être pas infectés et donc pas contagieux. Après, le 12 mars, je m'en souviens très bien, puisque c'était le jour au Conseil scientifique, première réunion où se pose la question de la fermeture des écoles. On venait de refaire toute la littérature et ce jour-là, ce qu'on savait, c'est que quand le virus est introduit dans une famille, même probabilité pour les enfants d'être infectés que pour les autres personnes de la famille, mais une seule étude, qui à l'époque, mais voilà. Deuxième chose, une seule étude mesurait les concentrations virales dans la gorge des enfants, elle trouvait les mêmes que pour les adultes. En revanche, il n'y avait jamais eu dans la littérature de description d'épidémies qui partaient d'une école chez les moins de 10 ans. Donc on se disait, ça c'est quand même rassurant parce que bon, on commence à avoir un petit peu de recul. Mais voilà, c'était les seules informations qu'on avait. Depuis, ça s'est un petit peu enrichi et bon. Vraiment, les études convergent, l'Australie, l'Irlande, la France, pour nous dire aujourd'hui qu'effectivement, vraisemblablement, chez les moins de 10 ans, la contagion est plus faible. C'est pas un risque zéro. Alors quand on en arrive avec les grands-parents pour qui une infection représente vraiment un risque important parce qu'ils peuvent développer des formes graves, je leur dirais d'être prudents,
et donc de quand même respecter un minimum de distance, comme c'est possible de le faire avec un enfant un petit enfant que j'imagine on aime beaucoup et qu'on n'a pas vu depuis 3 mois. Donc il n'y a pas de risque zéro, mais c'est vrai que la contagiosité est moins importante que celle qu'on imaginait. Et par rapport à la réouverture des écoles, ça voudra probablement dire qu'il est complètement illusoire dans une école primaire de demander à des enfants de 5 ans de respecter une distance physique ou de porter un masque. En revanche, qu'ils se lavent les mains, ça leur sera tellement utile déjà qu'ils acquièrent à cet âge-là cette habitude, parce que c'est quand on acquiert des habitudes tôt qu'on les garde pour la vie. Et puis qu'on les garde ensemble. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, c'est les mélanges de classes. Donc que les activités se fassent tous ensemble dans la même classe, qui partent en récréation en groupe ensemble, et d'éviter au maximum les mélanges, parce que les mélanges, c'est le risque que s'il y avait un endroit des enfants infectés, ça se diffuse sur l'ensemble de l'école. Donc voilà un petit peu ce que j'imagine pourront être les directives. Quand vous évoquez soudain, on le sent bien, vous êtes très précautionneux, vous dites voilà, je me souviens très bien, le 12 mars, voilà l'état que nous avions des connaissances. A posteriori, le conseil scientifique, il a été beaucoup fantasmé, c'est-à-dire il y a eu le sentiment qu'au départ, finalement, il y avait eu une prise de contrôle presque, que le conseil scientifique s'était substitué à la décision politique. Puis, à l'inverse, on a eu parfois le sentiment que, notamment sur les écoles, justement, que ça avait été peut-être trop loin et que le conseil scientifique avait imposé trop de contraintes, notamment dans le confinement qui avait duré. Comment vous avez vécu de l'intérieur ces évolutions, non seulement du jugement vis-à-vis du conseil scientifique, mais aussi vous-même, en votre fort intérieur, en votre sincérité? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait tout ce que vous deviez faire, ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait des erreurs? Quel est le bilan que vous tiriez? Alors je dirais qu'on a fait ce qu'on pouvait et qu'on a énormément travaillé. Ça, pour moi, c'est une période de 4 mois maintenant, de travail qui vraiment comme j'ai jamais connu de ma vie, et avec un groupe très uni qui a été le conseil scientifique. On s'est parlé tous les jours. Jusqu'à il y a 15 jours, on avait des conférences tous les jours, week-end compris. Et quelquefois, on avait droit à du rab, on faisait ça entre 12 et 14 heures, et puis quelquefois, Jean-François Delfraissy nous disait, c'est le président du conseil scientifique, allez, on se retrouve à 18 heures, on n'est pas arrivé au bout de la question. Plus du travail autour. Bon, ça, c'était notre job, c'est normal, et c'est là où je vous dis qu'on a fait ce qu'on pouvait, parce qu'on a essayé de rassembler un maximum d'informations pour proposer des avis dans la relation avec le politique. Pour moi, elle a été assez simple parce qu'on avait en parallèle de nos réunions des contacts assez fréquents avec l'exécutif, où là, on échangeait très librement. Tout ça finissait après sur le papier avec un avis qui devait être publié. On a demandé à ce qu'il soit publié, nos avis. On pensait que c'était important qu'il y ait cette transparence, et puis que ensuite, après, ça prenait un peu de temps pour ça. Mais pour moi, il n'a jamais été choquant que le politique ne nous suive pas. Parce que nous, ce qu'on faisait... Est-ce que le politique... Je comprends bien que ça, c'est votre volonté, mais est-ce que le politique ne s'est pas auto-censuré? C'est-à-dire, certes, il aurait pu ne pas vous suivre, mais est-ce qu'il pouvait véritablement s'autoriser? Est-ce qu'il n'y avait pas cette angoisse de se dire, si je ne le suis pas et qu'ils ont raison, ça a imposé quand même quelque chose de très pesant. L'important, c'était que nous nous prononcions uniquement sur le plan sanitaire. Et on est resté toujours extrêmement vigilants là-dessus. Dès le premier jour, à l'évidence, quand on a commencé à discuter des mesures restrictives qui allaient nous amener jusqu'au confinement, on s'est posé la question de se dire l'impact économique de ces mesures va être considérable. En revanche, on s'est toujours interdit de faire passer le raisonnement économique dans notre argumentation, parce que, on n'était pas compétent sur ce sujet, et 2, il y avait d'autres personnes pour le faire, et c'était aux politiques de faire la synthèse entre l'impact sanitaire, sociétal et économique des décisions à prendre. Nous, on se contentait de dire, d'un point de vue sanitaire, voilà ce qu'on pense important. On faisait ce qu'on appelle une analyse de risque. On disait, si vous faites ça, voilà ce qui peut arriver. Si vous faites ça, voilà ce qui peut arriver. Et après, on laissait aux politiques le choix. Et c'est pour ça que ça ne m'a jamais choqué quand le politique prenait une décision différente, parce qu'il faisait un arbitrage avec plusieurs composantes, quand nous n'amenions que la composante sanitaire. Est-ce que la composition de ce comité mériterait pas d'être repensée? Je pense à un exemple, il me semble, mais vous allez peut-être me corriger. En Allemagne, il y a des vétérinaires. Il n'y en avait pas en France. C'est vrai. Et alors, vous le savez, on a été très clair là-dessus. Nous souhaitons d'ailleurs qu'il y ait un nouveau conseil scientifique qui soit nommé. Jean-François Delfraissy l'a annoncé déjà. C'était notre souhait parce que on trouve que, déjà, on a été... on a beaucoup travaillé et c'était quand même pas facile tous les jours. Et puis, c'est important qu'il y ait d'autres personnes qui viennent avec un regard neuf. Peut-être qu'au tout début,
Bon, je prends mon exemple, je suis épidémiologiste, mais j'avais travaillé sur le SRAS et sur le MERS, les 2 autres coronavirus assez proches de celui-là. Donc il était assez logique que je sois identifié tôt comme une des personnes qui pouvaient contribuer pour la partie de l'épidémio. Maintenant, j'ai plein de collègues épidémiologistes d'excellent niveau qui depuis 4 mois travaillent sur la Covid et qui me remplaceront très utilement, avec en plus une perspective neuve, c'est-à-dire des gens qui viennent avec des idées que nous, on a pu ne pas avoir. Et alors, bien sûr, on est prêt et on restera en backup pour dire si vous avez besoin. Mais voilà. pour l'instant, il semble qu'Emmanuel Macron vous redonne pas votre liberté. Ils ont souhaité le prolonger, au moins pour l'été, parce que voilà, il y a une période de transition et on le comprend. Hein, donc, on fera le job, il n'y a pas de souci. Mais je pense que d'une façon générale, ce serait très sain de passer à une nouvelle équipe. Et avec effectivement d'autres disciplines, ça peut évoluer aussi. Je vois par exemple que la question du vaccin va devenir très importante. Il faut clairement que dans le prochain conseil scientifique, il y ait des personnes qui aient une connaissance profonde du vaccin, autant d'un point de vue de l'immunologie, etc., que des sciences sociales, de l'acceptabilité, parce que l'acceptabilité du vaccin va être une question fondamentale, hein, l'adhésion au vaccin. Donc voilà, il y a des choses. Et les vétérinaires, ce sont d'excellents épidémiologistes, donc ça me choquerait absolument pas. Maintenant, la composante animale est relativement faible dans cette épidémie. Hein. On ne sait pas encore d'où c'est venu, c'est une chauve-souris, il y a peut-être eu un pangolin dans le trajet, probablement pas. C'est aussi leur rôle sur la ça se transmet un peu au vison, etc. Mais c'est pas une vraie question. En revanche, les vétérinaires, eux, apportent en épidémiologie un regard populationnel qui est d'excellente qualité, donc je serai aussi très favorable. Merci beaucoup Arnaud Fontanet d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes donc épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre donc de ce conseil scientifique. Vous l'avez dit, je suis inquiet et vous n'avez cessé de nous recommander de continuer à être prudent. Merci Nicolas Demenac. Merci. Nora Hamady. Au risque de me répéter pour ceux qui m'auront déjà écouté et qui auront passé la journée avec moi en écoutant BFM Politique ce midi, vous dire que c'était donc mon dernier et en même temps un immense bonheur d'avoir traversé ces années avec vous le dimanche soir. Je vais désormais vous accompagner au réveil et non plus le dimanche soir. Je ne serai pas très loin. Je vous donne rendez-vous à partir du 24 mai et tous les matins dès 6h du matin pour les plus courageux. Ce sera sur RMC, RMC Radio bien sûr, RMC côté RMC Découverte sur le canal 24. Et puis évidemment, je souhaite beaucoup de bonheur, autant que j'en ai eu, à Jean-Baptiste Boursier que vous retrouverez chaque dimanche soir à partir de la rentrée. Très belle soirée à vous tous à l'écoute de BFM TV. En juillet sur RMC Découverte. Mesdames, on s'embrasse? Non. Vous avez de l'expérience et vous en avez là-dedans. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas. On est coincé ici, réveillez-vous. Certaines personnes racontent avoir vu des mystérieuses créatures marines rôder dans les eaux près des côtes comme ici. Il est gigantesque.